Que dirais-tu de découvrir comment récolter et sécher toi-même des plantes sauvages comestibles, tout en respectant la nature et en garantissant de conserver leur saveur et leurs vertus? Aujourd'hui, je vais te guider étape par étape du ramassage des plantes jusqu'à leur conservation. On verra donc les bonnes conditions pour cueillir des plantes saines. On verra comment nettoyer les plantes des éventuels parasites. On verra comment passer de la cueillette au séchage. Il y a une étape importante entre les deux qu'il faut ne pas louper. On verra comment aménager une zone de séchage à la maison. C'est pas si difficile que ça, tu verras. On verra aussi comment stocker les plantes que tu vas sécher. Et voilà, si je te rappelle que dans la description, il y a un lien pour télécharger 5 fiches techniques sur 5 plantes sauvages comestibles différentes. Il y a des caractéristiques, les utilisations, les vertus, etc., etc. Le lien est dans la description. Et en t'inscrivant, tu recevras aussi une série de mails qui va te présenter mon programme sur l'herbier numérique. C'est un programme que je te proposerai pour installer un herbier sur ton smartphone pour bien apprendre à reconnaître les plantes. Donc n'hésite pas à télécharger tes 5 fiches et je t'enverrai cette série de mails. Alors on va commencer par les 3 règles de la cueillette saine. Donc il y a 3 règles à respecter pour être sûr de cueillir les plantes au bon endroit, de cueillir les plantes en toute sécurité, on va dire. La première règle, ça va être d'identifier les caractéristiques clés. Donc, on ne cueille jamais une plante si on n'est pas sûr à 200%, surtout si c'est une plante qu'on veut cueillir pour la manger ou pour vous faire des remèdes. On va s'assurer d'être sûr à 200% que la plante est comestible avant de la cueillir. C'est pas qu'on va chercher à savoir si elle est comestible ou pas, c'est une autre question. Le but, c'est vraiment d'être sûr à 200% qu'on est sur la bonne espèce de plante, la bonne variété, et qu'on ne se trompe pas. Ensuite, on va donc utiliser des clés d'identification pour être sûr à 200%. On utilise des clés d'identification. Donc ça va être comment... les clés d'identification, en fait, c'est reconnaître les plantes avec des caractéristiques comme les fleurs, les fruits, la disposition et la forme des feuilles, et aussi la présence ou non de poils. D'ailleurs, l'absence de caractéristiques, donc quand une plante n'a pas de poils, c'est une caractéristique. Par exemple, la carotte sauvage, elle a des poils fins, mais on peut la confondre avec la ciguë. Donc, si un jour tu es débutant, on va dire, et que tu commences à apprendre les plantes sauvages et que tu veux cueillir de la carotte sauvage pour l'utiliser, sache que l'odeur, déjà, c'est pas une caractéristique fiable, c'est une caractéristique qui est changeante. L'odeur, elle peut changer. C'est vrai qu'en l'occurrence, sur la carotte sauvage, l'odeur, elle est quand même assez caractéristique. Mais ça, c'est quand on est un peu plus avancé, qu'on a eu déjà l'habitude de cueillir cette plante. Mais si tu n'as pas l'habitude de cueillir la carotte sauvage, regarde s'il y a des poils fins sur sa tige. Et s'il n'y en a pas, là, tu es face à une caractéristique fiable et ça veut dire que c'est certainement de la ciguë et du coup, il ne faut pas la cueillir parce que la ciguë, ça peut être une plante très très dangereuse. Alors, il n'y a pas que des plantes dangereuses, il y en a pas, je crois qu'il n'y a qu'une 50aine de plantes mortelles en France, mais quand même, il faut quand même faire attention à être sûr à 200% qu'on est bien sur la bonne plante. Et la carotte et la ciguë, c'est quand même 2 plantes qui sont souvent confondues. Il y a déjà eu des accidents. La ciguë, c'est une plante qui peut paralyser tes muscles et notamment ton cœur. Et du coup, c'est une plante que si on l'ingère à trop forte quantité, on peut décéder. Donc vraiment faire attention. L'absence de caractéristiques est une caractéristique. Donc si tu crois que c'est de la carotte sauvage et qu'il n'y a pas de poils, c'est certainement pas de la carotte sauvage. Et voilà, si les caractéristiques, les clés de détermination, ça t'intéresse, les clés d'identification, je te conseille encore une fois le livre qui s'appelle La flore complète portative de France et de Suisse et de Belgique, de Gaston Bonnier. Donc si j'y pense, je mettrai le lien en description, sinon tu me le dis en commentaire et je le rajouterai. Sur YouTube, tu me laisses un commentaire. Ouais, je voudrais bien le lien vers le livre. Parce que des fois, je pense pas à ajouter les commentaires. Donc, voilà. Ça, c'était donc la première règle. Être sûr d'identifier la plante à 200% grâce à des caractéristiques clés, grâce au livre, grâce à des professionnels et aussi avec l'habitude. Ensuite, la deuxième règle de la cueillette saine, ça va être d'éviter les zones polluées. Surtout si tu es en ville, ça peut être assez intéressant. Ça peut être de s'y intéresser, de respecter cette règle. C'est vraiment, on va s'éloigner des routes,
on va s'éloigner des usines un petit peu bizarres qui rejettent des trucs bizarres dans l'eau. On va s'éloigner des chemins de fer, on va s'éloigner des décharges pour éviter tous les polluants et les métaux lourds. Donc vraiment plusieurs 50 ou 100 mètres, même encore plus loin si tu peux, de ces zones-là. Plus tu seras loin, plus tu seras dans une zone en sécurité. Ensuite, troisième règle, ça va être de ne pas cueillir n'importe quelle feuille ou n'importe quelle fleur. Alors, déjà, un petit avertissement, souvent quand on est débutant et qu'on découvre, on va faire de la cueillette sauvage, eh ben on a tendance à beaucoup cueillir et au final quand on rentre à la maison, on ne sait pas forcément comment utiliser la plante et en fait il y a beaucoup de gaspillage. Donc si tu es débutant dans la cueillette, vas-y doucement, commence par quelques feuilles, quelques fleurs au début, parce qu'au final, au début on est là juste pour tester, pour voir, voilà. Les grosses cueillettes, c'est quand on a l'habitude, quand on a vraiment des objectifs de recettes ou de remèdes. Donc voilà, en tant que débutant, t'as pas besoin de 50 fleurs ou 50 feuilles ou quoi. Prends-en un petit peu au début. Et après, voilà, parce qu'après, il faut aussi pouvoir les sécher derrière, il faut pouvoir les stocker. Donc c'est aussi, il y a toute une... si tu les utilises pas tout de suite, si tu les utilises pas fraîches, tu vas vouloir les sécher, tu vas vouloir les stocker. Donc du coup, il y a tout ce qu'on verra plus loin dans ce podcast, il y a toute une procédure à mettre en place derrière tout ça. Donc au début, on y va doucement, on cueille pas beaucoup, et on verra qu'aussi il y a quelques règles par rapport à ça aussi. Comme ça, on évite le gaspillage. Et aussi, il y a un autre avantage, c'est que souvent, ça peut aussi décourager. Je sais qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui vont plus cueillir des châtaignes, qui avaient souvent l'habitude de cueillir des châtaignes, et qui y vont de moins en moins parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'après, il faut les préparer, tout ça. Donc du coup, en fait, t'es pas obligé. Moi, la châtaigne, des fois, j'en prends juste une ou deux poignées. Tu les jettes dans l'eau quand tu fais du riz ou des pâtes. Tu jettes tes châtaignes dans l'eau. T'as même pas besoin de les préparer. Hein. Tu les nettoies un petit peu, tu les jettes dans l'eau et après, t'as plus qu'à les décortiquer. Et en fait, c'est super simple. Des fois, on se complique la tête avec des recettes et tout. En fait, finalement, il y a juste à les faire cuire dans l'eau et il n'y a pas besoin de prendre des gros sacs de châtaignes, juste 2-3 poignées de temps en temps quand tu te balades. C'est sûr qu'il faut aller se balader un petit peu plus souvent du coup, mais ça marche tout aussi bien. Ensuite, donc, on disait donc, de ne pas cueillir n'importe quelle feuille ou fleur, donc on va éviter de prendre des trop grosses quantités, et on va aussi privilégier les jeunes feuilles pour éviter les parasites qui sont, là c'est la grande, on va aborder le grand sujet des parasites qui sont liés aux urines des animaux sauvages ou aux crottes. Alors la plupart du temps, c'est les crottes. D'ailleurs, on va parler de plusieurs parasites. Donc le premier parasite, ça va être l'échinococose. Ça, c'est un parasite qui est présent dans les crottes de renards, de chiens, de loups. Et en fait, c'est en général dans les crottes de mammifères carnivores. Donc c'est un parasite je crois qu'on n'a pas encore trouvé vraiment, je crois qu'on n'a pas de remède pour ça. Donc ça serait dommage de l'attraper. Donc on va privilégier les jeunes feuilles et aussi on va privilégier les feuilles qui sont plutôt en hauteur. Comme ça, en général, on a plus... s'il y a des parasites qui peuvent être dans les crottes, en général, la crotte, elle va être plus à plat, alors qu'en hauteur, il y a moins de risque d'avoir des éclaboussures de crottes, on va dire. Donc, on va essayer d'aller au-dessus de 30-50 cm. Après, c'est vrai qu'il y a des plantes. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des plantes souvent qui sont à ras-le-sol, comme le plantain, comme le pissenlit, ça va pas monter à 30-50 cm. Donc à ce moment-là, on va essayer de faire preuve de bon sens, on va essayer de voir si on n'est pas près d'un chemin, ou on va essayer de voir s'il n'y a pas des traces d'animaux sauvages, ou on va essayer justement de privilégier les jeunes feuilles ou les jeunes fleurs. Comme ça, on sait qu'une jeune feuille, ça fait que quelques jours qu'elle est là, et il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait un renard qui soit passé, qui ait déposé un joli paquet avec un joli parasite. Et voilà, aussi on va s'éloigner des champs de pâturage où il y a des vaches, des moutons et tout ce qui est ruminant. Pareil, parce que leurs crottes, elles vont avoir un parasite qui s'appelle la douve du foie. Donc si tu es prêt, tu vois, il y a des animaux, tout ça, on évite tout le temps en fait les animaux, on va essayer vraiment d'être dans les endroits qui sont plutôt sauvages et loin des chemins empruntés par les animaux. Pas toujours facile, mais ça, avec l'expérience et de l'observation, on arrive à
à être plus alerte à tout ça. Comme par exemple, si tu as, je sais pas, un parterre de pissenlit, et en fait, tu vois tout de suite s'il y a un animal qui est venu, enfin voilà, ça se voit quand même. Et puis, on privilégie toujours les jeunes feuilles et les jeunes fleurs. Voilà. Et on cueille en hauteur quand on n'est vraiment pas sûr, comme l'ortie par exemple, comme les plantes qui vont assez en hauteur. On essaie toujours d'aller cueillir ce qui est le plus haut. Après, voilà, le risque zéro n'existe pas, hein. Même dans un potager, au final, il peut y avoir des rongeurs, un chat qui passe, un chien, et qui peut déposer une crotte avec un parasite. Et voilà, au final, même quand tu achètes des fruits et des légumes chez ton maraîcher, il peut y avoir des risques de parasites. Donc, au final, il faudrait ne plus manger cru. Mais justement, on va voir un peu comment éliminer ces parasites, comment être sûr que même après la cueillette, si tu peux en fait finalement cuire tes récoltes, tu peux les cuire. Une cuisson, alors en gros il faut, tu sais, c'est les blanchir en fait, on appelle ça blanchir ta cueillette, blanchir tes légumes. En gros, pour être sûr d'éliminer tous les parasites, il faut faire une cuisson de 10 minutes à 60 degrés, sinon de 5 minutes à 80 degrés, ou 1 minute à 100 degrés voilà, dans l'eau bouillante. Et au moins là, tu es sûr qu'il n'y a plus de parasites. Le vinaigre, souvent on dit oui, on va aller passer au vinaigre, ça sert à rien, ça nettoie, mais ça enlève pas les parasites, ça tue pas les parasites. Donc la seule façon de les éliminer, ça va être de les blanchir, de faire une cuisson. Donc voilà. Alors comment on va cueillir ces plantes? Donc déjà, on va essayer de trouver un jour à la fraîche, donc plutôt le matin, on va dire, ou en fin de matinée. Et il faut que ça soit un jour sec avec un petit peu de vent. Comme ça, on sait que les plantes, elles sont pas mouillées. Parce que des plantes qui sont humides ou mouillées, elles vont être plus difficiles à sécher. Après, ça dépend ça dépend les plantes. Il y a des plantes qui vont être qui vont plus rapidement pourrir, on va dire, qui vont plus rapidement noircir. Et il y a d'autres plantes que tu vas pouvoir qui supportent un peu plus l'humidité, hein, c'est dans la composition de la plante, hein. Comme par exemple la menthe, quand on la cueille, la menthe elle va rapidement faner, elle va rapidement noircir, donc c'est une plante qu'on va essayer de ramener, qu'on va cueillir et qu'on va essayer de ramener au niveau du séchage le plus vite possible. Et on va aussi essayer de viser un jour où justement il n'y a pas beaucoup, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de soleil, où il n'y a pas plu tu vois, toute la nuit. Donc voilà. Après, on va pas non plus aller cueillir l'après-midi en plein soleil ou en pleine canicule. Ou voilà, on va y aller aussi un jour où c'est une température assez normale. Parce que déjà la plante elle souffre si elle est en plein soleil ou en pleine canicule. Donc déjà elle va plus rapidement faner si tu la récoltes. Donc vraiment on va y aller un petit jour où il fait un petit peu soleil, mais il fait quand même un petit peu frais, il y a un petit peu de vent, il n'y a pas d'humidité. Voilà. Alors on va utiliser aussi en contenant. Moi, ce que j'utilise, ça va être du papier craft. Voilà, ça marche très bien. Tu le mets à l'intérieur. On va éviter tout ce qui est sac plastique, sac hermétique, parce que voilà, ça va encore plus rapidement faire pourrir la plante. Le mieux, c'est un petit panier en osier fait par un vannier. Mais voilà, après on n'a pas tout le temps ça sous la main, mais le mieux c'est ça, quoi. Il faudrait d'ailleurs que je m'équipe avec un petit panier pour aller faire mes cueillettes, parce qu'en fait ce qui est bien, c'est que les paniers en général, tu vois, le panier en osier, en fait il laisse passer l'air, et du coup c'est pour ça que c'est bien, c'est que ça va permettre à la plante d'être, tu vois, de pas, parce que si tu la mets dans un sac en plastique, il n'y a pas d'air, elle va rapidement pourrir. Et si tu la mets dans un panier où il y a de l'air qui circule, elle va encore rester frêle, elle va encore rester vivace, on va dire, elle va encore rester en pleine forme. Et donc voilà. Ensuite, comme je disais, ce qui est important aussi, c'est cette rapidité de transport, en gros. Il y a des plantes, comme je disais, la menthe, le basilic par exemple, l'ail des ours, l'ortie aussi. C'est des plantes qui vont rapidement faner et aller qui vont pourrir, entre guillemets, qui vont un peu noircir. Et après, une fois qu'elles sont noircies, pourries, t'auras beau les faire sécher, elles seront plus consommables. Donc vraiment, il faut que la plante elle reste
faut qu'elle reste en bonne... J'arrive pas à trouver le mot. Faut qu'elle reste vivace, quoi. Faut qu'elle reste vivante. Et pour les plantes que tu cueilles et qui ont du risque, comme je disais, tu vas faire une cuisson en les blanchissant. 10 minutes à 60 degrés, 5 minutes à 80 degrés ou 1 minute à 100 degrés. Et il y en a aussi qui pulvérisent avec de l'alcool pur. Tu peux faire un pulvérisateur avec de l'alcool pur ou modifié. Et tu peux mettre aussi quelques gouttes à l'intérieur de cet alcool d'huile essentielle d'origan compact. Donc c'est Origanum compactum. Et ça serait la plus antiseptique des huiles essentielles. Et du coup, elle va éliminer le parasite. Et après, il suffira juste de rincer après tout ça. Et voilà, donc le séchage des plantes, parce que ça aussi, ça pourrait porter à confusion. Mais voilà, il faut savoir que sécher les plantes, ça garantit pas du tout l'élimination des parasites. À moins que, pareil, tu fasses... c'est toujours une histoire de température, en fait. À moins que tu les fasses sécher à 60 degrés. Mais c'est pas vraiment ce qui est recommandé dans le séchage. On va voir ça juste après, la température idéale. Mais voilà, c'est pas parce que tu vas faire sécher la plante que le parasite il va disparaître. Non, il sera toujours là. Donc voilà, à savoir. Mais déjà, faire preuve de bon sens au moment de la cueillette, c'est déjà une bonne chose. Moi, je fais assez attention et j'ai pas besoin derrière de faire de blanchir ou autre. Parce que moi je fais attention et voilà. Après, quand je fais de la cueillette, je sais que je vais faire un plat ou quelque chose pour partager avec les autres. Là, pour ma conscience, je vais faire une cuisson à 60 degrés pendant 10 minutes ou etc. Je vais blanchir. Mais sinon, je sais que je fais attention, j'ai confiance et donc voilà. Donc, comment sécher maintenant? On va passer au séchage. Donc comme je disais, on va pas sécher pour sécher sa plante, on va pas la sortir, la mettre derrière le pare-brise de sa voiture à 60 degrés en pleine canicule. On va toujours sécher dans l'obscurité si possible et à une température toujours inférieure à 30, maximum 35 degrés. Donc le mieux c'est à l'intérieur, chez soi. Moi ce que je fais en général, je sèche quand c'est possible, je vais sécher en bouquet. Donc si j'ai des branches, je vais essayer de les suspendre chez moi, un petit peu partout là où je peux. Le but c'est vraiment d'avoir un lieu qui est plutôt sec. Si vraiment tu veux t'aménager un lieu, tu peux faire ça dans ton placard, dans un placard, et tu peux, ou une armoire, et ajouter un petit déshumidificateur. Voilà, et puis tu peux aussi faire un petit système de ventilation, mais tout simple, tu vois, t'es pas obligé d'avoir une VMC ou quoi, mais tu peux, tu vois, avoir une sorte d'armoire avec des tiroirs, des espèces de tiroirs, et au lieu de mettre un fond sur chaque tiroir, tu mets une moustiquaire, et voilà, comme ça tu déposes tes plantes dans des tiroirs d'armoire, hein. Tu peux faire ça toi-même en faisant des cadres avec des tasseaux, tu te fais des cadres tu mets des moustiquaires et tu déposes tes plantes et tu te fais des tiroirs comme ça dans une armoire. Et le but c'est d'avoir le dessus et le dessous de l'armoire où l'air peut circuler. Donc il faut la suspendre un peu, faut faire un petit truc vite fait aménagé, comme ça l'air il peut, tu vois, ça crée un peu une dépression et l'air il circule en fait dans ton armoire. Et le fait d'avoir mis des moustiquaires, ça va faire circuler l'air à travers les plantes et elles vont sécher plus rapidement. Donc voilà, c'est une solution. Le but c'est pas d'y mettre dans une armoire, de fermer. Et non, il faut vraiment que l'air puisse circuler. Après, tu peux faire plein de systèmes avec des ventilateurs ou quoi, mais déjà juste avoir une ouverture en haut et en bas, ça permet de faire circuler l'air et c'est déjà ça aide au séchage. Voilà. Et pense bien aussi à respecter la spécificité et de la récolte et du séchage de chaque plante. Donc ça, après, je t'invite pour chaque plante, à aller faire quelques recherches sur Internet, voir comment les autres font pour les récolter et les sécher. Moi, par rapport au séchage, je sais pas, le tilleul, c'est long à sécher le tilleul, mais ça résiste bien, tu vois, au fait tu peux récolter du tilleul, que ce soit les fleurs ou les feuilles, tu peux les récolter et les garder dans un papier craft toute une après-midi. Et voilà, ça sèche plutôt bien.
L'ortie, ça, par contre, il faut tout de suite aller la cueillir et la ramener pour la faire sécher ou la manger tout de suite. Un peu comme le basilic si tu as l'habitude du potager. Voilà, et après, par exemple, je sais pas, il y a le thym et le romarin. Ça, c'est des choses que je vais aussi suspendre. Enfin, comme je disais, tu vois, tu les suspends à la maison, pas besoin de les mettre forcément dans, euh, dans des armoires ou des tiroirs. Tu la suspends, puis après, tu viens arracher toutes les feuilles. Et puis voilà, après pareil, il y a le laurier sauce que tu peux aller récolter, il y a plein de choses, hein. Même là récemment, j'ai aussi commencé à récolter les feuilles de rose, les feuilles de rosier tout simplement, et ça sèche bien, mais pareil, ça faut vraiment tout de suite y ramener, y faire bien sécher, parce que ça va vite pourrir. Donc voilà. Ensuite, on a vu comment cueillir, comment sécher, maintenant on va voir comment conserver comment conserver tes plantes quand elles sont sèches. Donc tout simplement, tu peux les conserver, soit les remettre dans un papier craft, ou tu peux les conserver aussi dans un bocal en verre que tu fermes à peine. Pas besoin que ça soit hermétique. Après oui, tu peux... moi je fais pas en sorte que ça soit hermétique, ça va super bien. Même la plupart du temps, j'y conserve en papier craft. Mais aussi en bocal en verre, tu vois, les bocaux tout simplement de moutarde ou quoi, et puis tu fermes un peu, voilà quoi, il n'y a pas besoin que ça soit complètement hermétique. Après voilà, si tu comptes faire de la conservation de longue durée, alors là, probablement que c'est intéressant de fermer hermétiquement, mais si c'est pour quelques années, on va dire, c'est pas forcément intéressant. En fait, le but de fermer, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait des papillons qui viennent pondre à l'intérieur. Et voilà quoi. Donc on conserve dans un papier craft ou dans un bocal et on y met au noir et au sec à une température stable. Un petit peu comme pour les graines, tu vois, on va y mettre dans le noir, au sec, et à une température 20-25 degrés quoi, chez soi en fait. Et donc voilà pour la conservation. Donc j'espère que ce podcast plein d'informations va te motiver, t'a apporté des réponses à des questions que tu posais ou des choses que tu ne savais pas forcément. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas aussi à partager ce podcast. Et voilà, si tu veux mettre en place ton herbier numérique, n'hésite pas aussi à aller dans la description, télécharger tes 5 fiches sur 5 plantes comestibles. Le lien est dans la description, donc n'hésite pas. Et voilà. Et en apprenant à identifier toutes des plantes, c'est aussi une démarche. Tu vois, là, souvent, moi je parle je parle de permaculture, je parle de jardinage, je parle de potager, mais j'aime bien aussi parler de cueillette, comme tu peux le voir. De temps en temps, je parle de cueillette de plantes sauvages. D'ailleurs, sur mon site, tu as plein d'articles sur les plantes sauvages. Je t'invite à aller voir. Tu vas dans la catégorie articles, catégorie plantes sauvages. Et j'en parle sur comment sécher le tilleul, etc., comment cueillir les plantes. Et je vais encore en faire. Et pour moi, c'est important parce que ça permet de comprendre, de se rapprocher de la nature, de comprendre que dans l'environnement, en fait, tout est interconnecté, que les écosystèmes sont fragiles, en fait que chaque plante a sa place, chaque plante a son rôle, chaque plante a ses besoins, et après ça permet aussi de mieux intégrer toutes ces lois de la nature qu'on voit dans notre jardin, et voilà, c'est quand même le fait d'aller, on était quand même à la base des chasseurs-cueilleurs, donc le fait d'aller retourner faire ces pratiques ancestrales, j'ai envie de dire, on revient dans une sorte de respect, de prévoyance, et on se sent faire partie de cet écosystème. On retourne on s'intègre dans l'écosystème naturel, et du coup, on se sent intégré dans la nature, et du coup, c'est aussi ça l'avantage de faire de la cueillette. Sur ce, je te laisse, on se retrouve dans un prochain épisode.